C'était le 9 mars dernier, dans la plaine de La Rioja, en Argentine. Ce jour-là, Abel, un habitant du petit village de Villa Castelli, a rejoint ses voisins pour un barbecue. Ça, c'est la fameuse cheminée, celle qu'on voit sur la vidéo. On discutait tranquillement en famille. On prenait un maté quand les hélicos sont subitement apparus. Abel saisit son téléphone portable, sans se douter que les images qu'il va filmer vont faire le tour du monde. 2 hélicoptères qui se percutent pendant le tournage d'une émission de télévision. Dans ce crash, 10 personnes vont trouver la mort. 2 pilotes argentins, 8 Français dont 3 grands sportifs, la navigatrice Florence Artaud, 57 ans, le boxeur Alexis Vastine, 28 ans, la nageuse Camille Muffat, 25 ans, et les 5 membres de l'équipe de production. En France, l'émotion est forte. Toute la nation rend hommage à ces 3 champions brusquement disparus. Les familles des sportifs, comme celles des autres victimes, pleurent leurs proches. J'arrive pas à m'imaginer que je le verrai plus, ça me... C'était mon petit, hein, j'ai vécu. Camille, Florence, Alexis, ils ont collectionné les victoires, acquis la notoriété, ils semblaient à l'abri du besoin. Alors pourquoi ces 3 sportifs de haut niveau se sont-ils engagés dans Dropped, cette émission d'aventure flirtant avec la télé-réalité? Nous avons enquêté dans l'intimité des familles pour comprendre les motivations de ces grands champions. Et derrière la gloire et les médailles, pour certains d'entre eux, nous avons découvert les angoisses du lendemain, de l'avenir. Ça fait peur de se dire que, après la natation, c'est bien d'être champion du monde, champion olympique, mais c'est pas un CV, quoi. C'est pas quelque chose qui va te donner du boulot. Dans quelles circonstances exactes leur aventure télévisuelle s'est-elle transformée en drame? Aujourd'hui, le frère de Florence Artaud s'interroge. Il y a faute humaine, faute d'organisation, c'est indéniable, le film le prouve, c'est clair et net, on le sait comment ça se passe dans ce type d'émission. Nous sommes allés sur le lieu de l'accident en Argentine pour trouver des réponses. Toutes les règles de sécurité ont-elles bien été respectées? Y avait-il un copilote, puisque ce sont des tournages à risque? Y avait-il un copilote? Ou ont-ils préféré supprimer la place, le poste de copilote, pour le remplacer par un technicien? Ils ont accompli des exploits sur le ring, en mer et dans les bassins olympiques. Nous allons découvrir comment le chemin de ces grands sportifs a croisé la route de ce jeu d'aventure. C'est à Nice que les producteurs de l'émission de télé sont venus chercher l'une des championnes les plus populaires de France. À Nice, où nous avons cherché des réponses. Quelles étaient les motivations de la nageuse Camille Muffat pour participer à cette émission, après des années consacrées à la compétition sportive de très haut niveau? C'est ici que Camille Muffat a grandi. Chloé est la sœur aînée de cette athlète hors norme, médaillée olympique, à seulement 22 ans. Un destin exceptionnel, résumé dans un film de 2 minutes que la famille se repasse en boucle. Ça fait exactement 3 jours qu'on regarde donc la vidéo qui a été faite par la mairie de Nice en hommage à Camille. Sur ces images, une enfant joyeuse, aventurière et surdouée pour le sport. Encouragée par son père, elle s'essaie à toutes les disciplines. Mais c'est dans les bassins de natation que le talent de Camille va se révéler. Championne de France, d'Europe, du monde en moins de 10 ans. Jusqu'à la consécration suprême pour un sportif, le triplé historique aux Jeux Olympiques de Londres il y a 3 ans. Médaille de bronze, d'argent et d'or dans 3 nages différentes.
En fait, c'est de la voir comme ça, enfin, on a l'impression qu'elle est là et on a des prises de conscience en disant que c'est fini. Et c'est ça qui est difficile. Ouais. Chloé se souvient surtout des immenses efforts fournis par sa sœur pour devenir la meilleure. Elle était extraordinaire, quoi. Elle se levait à 6h du matin, elle se couchait à 8h, elle nageait toute la journée. Elle a fait ça pendant 12 ans et à un moment, elle en a eu ras-le-bol, elle a assumé. Alors qu'elle est en haut du podium, en juillet dernier, Camille annonce subitement sa retraite sportive à seulement 24 ans. C'est un avenir bien différent qu'elle imagine alors, aux côtés de William, son compagnon. En décembre dernier, Camille quitte son appartement en centre-ville et se met au vert dans ce petit village de l'arrière-pays niçois. William est aussi nageur. Ils se sont rencontrés au bord d'un bassin il y a 4 ans. Bienvenue à la maison. Attends, wesh. Leur nouvelle vie devait commencer dans cette petite maison, avec Brioche, le chien, et Lulu, le chat. Donc, éclat de lune de la Charmeraie, dit Lulu. Voilà. Cuisine, sans doute la pièce où elle a passé le plus de temps, hein, qu'on se le dise. La presse de mercredi, encore emballée, hein, je sais pas encore. Pourquoi? Je me dis qu'il vaut mieux que j'attende un peu. Après les sacrifices, les entraînements intensifs à ne plus pouvoir lever les bras, fini le stress des compétitions au plus haut niveau. Médaille olympique. William et Camille s'étaient aménagé un cocon. L'appart d'avant, c'était plus un appart, on va dire, qui était bien, mais qui était, voilà, pour la carrière. Enfin, le but, c'était d'être à côté de la piscine. C'était là, ici, c'était plus d'être nous, d'être bien, quoi. De faire un peu une vie normale, quoi. Comme des gens normaux, quoi. Camille rêvait désormais de fonder une famille. Chambre d'amis. On n'a pas pris non plus une maison avec plusieurs chambres par hasard. Le jour où elle a arrêté sa carrière, je crois que c'est la première discussion qu'on a eue le soir. Et du coup, voilà, Camille, c'était l'évidence de sa vie, les enfants. Donc ouais, forcément, si on a une autre chambre, qui est une chambre d'amis pour l'instant, elle aurait eu une utilité sans doute rapidement autre. Camille avait décidé de tourner la page. Mais comment se lancer dans une nouvelle vie lorsqu'on a seulement 25 ans et que l'on n'a rien connu d'autre que les bassins de natation? Ces interrogations sur l'avenir, Camille les partageait avec les autres nageuses du club. Dans cette piscine, elle a enchaîné les longueurs, 7 jours sur 7, avec une seule semaine de vacances par an. Un rythme d'enfer que vit encore Charlotte Bonnet, l'une de ses meilleures amies, sa complice de toujours en équipe de France, elle aussi médaillée olympique. À 20 ans, Charlotte n'a pas encore raccroché. Voilà, ça c'est la photo quand on est revenu des Jeux Olympiques de Londres. Donc voilà, donc moi je suis tout à gauche avec Camille. On nous appelait un peu tic et tac en équipe de France parce qu'on était souvent ensemble. Leur reconversion, elles en parlaient régulièrement comme la plupart des sportifs. Car les deux jeunes filles avaient bien conscience que la gloire et les retombées financières qui vont avec ne suffisent pas à assurer une vie entière si l'on n'est pas une star mondiale du football ou du tennis. On a eu notre bac, par exemple. Camille aussi a eu son bac et après elle a arrêté ses études comme moi et qu'au final on a le bac aujourd'hui, on fait rien avec le bac. C'est un peu le minimum, on va dire. Et ça fait peur de se dire que après la natation, c'est bien d'être champion du monde, champion olympique, mais c'est pas un CV, quoi. C'est pas quelque chose qui va te donner du boulot. Lorsque la production de l'émission Dropped l'a contactée, Camille n'a pas hésité. Selon nos informations, sa participation devait lui rapporter 2 500 € par semaine. Ça rapporte de l'argent, ça rapporte voilà, de la notoriété parce que c'est diffusé à la télé, surtout sur des chaînes que tout le monde regarde. Camille n'aurait pas beaucoup négocié. Selon ses proches, l'argent n'était pas l'unique motivation de la nageuse. Enfant de la télé,
Comme beaucoup de téléspectateurs de sa génération, elle raffolait des jeux de survie et rêvait d'y concourir. Un profil recherché par les producteurs de l'émission. D'autres candidats seront plus exigeants. Florence Artaud, la célèbre navigatrice, avait jeté l'ancre à Marseille il y a 20 ans. Hubert est son frère cadet. Ce matin, pour la première fois depuis le tragique accident, il vient s'occuper du bateau de sa sœur, amarré dans le Vieux-Port. Ce petit voilier de 10 mètres, Florence Artaud y était très attachée. C'est sur ce bateau qui appartenait à son père qu'elle a appris à naviguer à l'âge de 11 ans. Ce sont des marins qui sont venus déposer, qui savent que le bateau de Florence est là. Il y a un bouquet qui est à l'avant du bateau et là des fleurs, c'est très belle attention. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec les bateaux de course sur lesquels elle a navigué, mais c'est quand même le bateau qu'elle préférait. Ce voilier, usé par le temps, héritage de son père, c'est tout ce que la navigatrice possédait ces dernières années pour sortir en mer. Fini le temps où elle naviguait sur les géants des vagues et battait tous les records. En 1990, Florence Artaud est la première femme à remporter la route du Rhum en solitaire. Elle a 22 ans, le monde entier l'admire. Ce petit bout de femme, perché sur sa grande araignée géante, gagne la route du Rhum. À 18h10, c'est fait. Elle est la première à mettre le mot marin au féminin, la première à remporter une course transocéanique. 25 ans après son exploit, qu'est-ce qui a poussé cette star de la voile à jouer les aventurières à l'autre bout du monde? Comment cette légende de la mer s'est-elle retrouvée sur le tournage d'un jeu de survie? Après avoir atteint les sommets, la notoriété de la navigatrice s'efface peu à peu. Les courses sont de moins en moins prestigieuses, elle perd alors ses sponsors. À 40 ans, mère d'une petite fille, elle s'installe dans ce quartier au sud de Marseille, la Madrague, dans une petite maison qu'elle avait rénovée à 2 pas du port. Ici, tout le monde la connaissait. Elle avait même ses habitudes dans le café du coin. Roger Capitaine a de nombreux souvenirs avec la navigatrice. Elle venait souvent faire des brings avec moi. Des fois, ça durait jusqu'à 2h du matin, on dansait. C'était une bonne vivante, très bonne vivante. Et chaleureuse. Voilà, c'était Flo, ça. Elle adorait chanter particulièrement une chanson qui s'appelle Le Forban. Je vais vous chanter un petit morceau. À moi, Forban, que m'importe la gloire, enfant de roi, fils de prostituée. Dans les combats, j'ai gagné ma victoire, et dans un crâne, j'ai vu la liberté. À 57 ans, Florence Artaud avait de nouveaux projets. Elle écrivait 2 livres et rêvait surtout d'organiser une course de voile pour les femmes. Mais elle était à court d'argent. D'après son frère, c'est pour réunir des fonds qu'elle s'était engagée dans cette émission de télévision. Selon nos informations, la navigatrice aurait dû être payée 80 000 € pour sa participation. Florence était tellement idéaliste qu'au final elle vivait au jour le jour et que forcément comme tous elle avait besoin d'argent. Il ne faut pas se mentir, il faut savoir que quelque part tous ces sportifs qui sont en fin de carrière ont trouvé un petit peu cette solution pour effectivement gagner leur vie, quoi. Aujourd'hui, Hubert Artaud est en colère. Le choc de la disparition a cédé la place aux questions. Il n'hésite pas à remettre en cause les conditions de tournage. On sait comment ça s'est passé, on sait que les normes de sécurité n'ont pas été respectées. Il y a faute humaine, faute d'organisation, c'est indéniable, le film le prouve. C'est clair et net, on le sait comment ça se passe dans ce type d'émission. Pour la production, c'est une chasse à l'image. On ne peut pas mettre en danger la vie d'autrui de façon aussi délibérée. Que s'est-il passé le 9 mars dernier pour Florence Artaud, Camille Muffin et Alexis Vastine, le boxeur, embarqué dans le tournage de Dropt avec d'autres grands sportifs? Dans ce jeu,
2 équipes de 4 athlètes sont lâchées en pleine nature, sans nourriture, sans boussole. À charge pour eux de retrouver le chemin de la civilisation. À chaque étape, les candidats sont transportés en hélicoptère, les yeux bandés, dans les endroits les plus hostiles, sur fond de paysages toujours plus spectaculaires. Pour comprendre les circonstances du crash, nous sommes allés sur le lieu de tournage de Dropt, dans la province de La Rioja, au nord-ouest de l'Argentine. Une région semi-désertique, inhospitalière, au pied de la cordillère des Andes. Après une première épreuve dans le sud du pays, ces paysages grandioses devaient servir de décor à la deuxième manche. La production avait installé son camp de base à Villa Castelli, un petit village de 1200 habitants. Le maire, Andrés Navarrete, se souvient de l'imposant dispositif déployé par la production qui a mis le village en effervescence, notamment autour de ce terrain vague qui servait d'héliport improvisé. Les hélicoptères étaient ici, à cet endroit. Les équipes de tournage étaient autour, dans cette partie. Sur cette photo prise par un villageois, on distingue les participants et les techniciens préparer le départ en hélicoptère. Une bonne partie de l'après-midi, toute l'équipe a patienté aux abords de la piste de décollage et sympathisé avec les habitants du village. Alberto, Mariela. Pour tous ici, la présence des Français a été vécue comme une fête, en particulier pour cette mère de famille. Ils étaient très heureux. Ils ont dansé, fait de la gymnastique, joué au foot avec les enfants. Ils ont même mis de la musique et dansé avec les enfants, les filles. C'était plein de vie. Aux environs de 17 h, les candidats et l'équipe technique se préparent pour le départ. Je me souviens bien du dernier qui est monté dans l'hélico. C'est comme s'il avait fait ses adieux. Il a ouvert les mains, les bras et il a fait ce geste-là. C'était qui? Le boxeur Vastine. Alexis Vastine, Camille Muffin et la navigatrice Florence Artaud font partie de la même équipe. Voici leur hélicoptère. Il dispose de 5 places, 3 à l'arrière, 2 devant. Selon nos sources, les 3 sportifs s'installent à l'arrière. À l'avant, le pilote et un caméraman. C'est l'hélicoptère de gauche sur cette image. Le reste de l'équipe de tournage est dans l'hélicoptère de droite, qui décolle en premier, porte ouverte, comme on le distingue sur la photo. Est-ce que vous avez vu le caméraman du premier hélicoptère filmer le deuxième hélicoptère? Oui, je l'ai vu. Le caméraman avait mis un harnais. Le harnais. Et il avait le pied sur le rebord de l'hélicoptère. Je me suis dit qu'il allait filmer ce qui se passait. Ils ont fait une boucle, ils sont partis par là-bas. Et c'est quand ils ont voulu tourner qu'a eu lieu l'accident. Les hélicoptères auraient en effet amorcé une première boucle devant ces montagnes. Peut-être pour bénéficier du décor en arrière-plan. Quelques secondes plus tard, on aperçoit les 2 appareils. L'hélicoptère des candidats paraît voler plus bas et venir percuter par en dessous l'hélicoptère de tournage. Un habitant de Villa Castelli a filmé les villageois se précipitant vers le lieu du crash. Parmi ceux qui tentent de porter secours, David Ocampo, un policier à la retraite qui travaillait dans sa vigne à quelques centaines de mètres de là. Quand l'hélicoptère est tombé, il a explosé. Il y a eu comme un tremblement de terre. Le sol a vibré. Et il y a eu une boule de feu, comme une bombe atomique, avec un bruit énorme. David Ocampo est l'un des premiers sur les lieux, mais impossible d'approcher. Les appareils sont en feu, la chaleur insoutenable. Je me suis approché à 50 mètres. Ça sifflait comme une cocotte minute. Et boum, une autre explosion. 10 jours après l'accident,
La zone du crash restait interdite d'accès pour les besoins de l'enquête. Il y a les gendarmes. Les investigations des gendarmes devraient durer plusieurs mois. Les familles des victimes attendent des réponses sur l'origine et les circonstances exactes de l'accident. On ne peut pas filmer pour l'instant. S'agit-il d'une erreur humaine, d'une défaillance technique ou d'une négligence concernant les conditions de sécurité du tournage? Lors de notre enquête, nous avons découvert des éléments troublants qui pourraient remettre en cause la première lecture des vidéos du crash. Les enquêteurs disposent depuis quelques jours d'autres images filmées depuis le sol. On y découvre la collision du côté opposé à la vidéo réalisée par le villageois. Contrairement à ce que l'on croit voir dans le premier film, les deux hélicoptères semblent voler à la même altitude. Et vu sous cet angle, l'hélicoptère des candidats paraît garder le cap, alors que l'hélicoptère de tournage amorcerait un virage à gauche. Exactement l'inverse de la vidéo filmée de l'autre côté, où par un effet d'optique, l'hélicoptère des sportifs, les candidats, semblait venir percuter l'autre appareil par le dessous. Alors pourquoi l'hélicoptère de tournage aurait-il amorcé ce virage à gauche? Pourquoi aurait-il dévié de sa trajectoire? Nous sommes allés poser la question à une experte du pilotage installée dans la capitale, Buenos Aires. Adrienne Torregrosa est une ancienne pilote de la marine française installée en Argentine depuis 10 ans. Elle a réalisé plusieurs tournages pour des émissions de télévision. Elle connaît bien les contraintes d'un tel exercice. Le décollage, c'est la manœuvre la plus délicate. Ce qui complique encore plus les choses, c'est de voler en formation, c'est-à-dire à plusieurs hélicoptères côte à côte, comme dans le cas du tournage de Dropped. La formation d'hélico est très compliquée. On voit la formation et en plus, il faut faire un vol de filmation, ça se complique beaucoup plus. Dans cette configuration périlleuse, le code de navigation recommande une distance raisonnable entre les deux appareils. La distance réglementaire, c'est 150 mètres. Entre deux hélicoptères. Réglementaire. Selon plusieurs témoins, ce jour-là, les deux hélicoptères n'auraient pas respecté cette distance de 150 mètres. Dans ces vols à haut risque, une autre précaution est recommandée, s'adjoindre un copilote. Ce n'est pas obligatoire, mais cela renforce la sécurité du vol. Parce que moi, je suis en train de voler en formation et j'ai la vue, par exemple, sur l'hélico. Je suis fixée sur l'hélico dans ce sens-là, et je ne perds pas de vue. Ceux qui arrivent de mon côté gauche, je ne les vois pas. Est-ce qu'un copilote est nécessaire dans ce cas-là, dans ce tournage? Oui, pour vérifier bien tous les problèmes qu'il peut y avoir sur les obstacles dans le ciel ou même sur le sol, une antenne que le pilote n'a pas vue parce qu'il est fixé sur l'autre hélico. Selon nos informations, un copilote était présent sur le tournage. Mais ce jour-là, il n'aurait pas embarqué. Un technicien de l'équipe de télé aurait pris sa place. Dans la plupart des hélicoptères, le poste du pilote est à droite, celui du copilote à gauche. Le technicien aurait été situé entre le pilote et l'autre appareil et aurait pu lui obstruer la vue. Est-ce donc avec une vision réduite que le pilote a amorcé un virage à gauche? Pourquoi? Peut-être pour réaliser ce plan qui existe dans la version suédoise de l'émission. Un hélicoptère filmer l'autre hélicoptère avec des candidats à l'intérieur. C'est ça le problème. Souvent, il a dû peut-être se rapprocher pour voir les candidats à l'intérieur. Et trop près. On ne le sait pas. Selon Franck Firmin-Guillon, le producteur de l'émission, il n'y a pas eu de volonté du deuxième hélicoptère de s'approcher du premier pour aller chercher des gros plans de visage. Est-ce que toi, ça t'est arrivé qu'un caméraman te demande des choses qui étaient Bien sûr. des risques? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je refuse et il m'écoute, il n'y a pas de problème. Il faut être ferme en fait.
Des risques ont-ils été pris? Adrienne Torregrossa connaît bien les 2 pilotes argentins recrutés par la production. Elle a suivi plusieurs formations avec eux, des professionnels très expérimentés. Alors pour elle, un tel accident est surprenant. C'est incompréhensible. Pourquoi? Ils conservent les mêmes trajectoires tous les deux. Et d'un coup, quand on voit qu'ils passent l'arbre, il y a des oiseaux qui volent. Et à ce moment-là, il vire à gauche. L'autre, s'il ne le voit pas virer à gauche, il n'a pas le temps de réagir. Ben non, il faut qu'il avertisse. Il faut qu'il avertisse quand il vire. Apparemment, il n'y en a aucun des deux qui était averti là. Ces 2 pilotes quand même qui avaient beaucoup d'expérience. C'est pour ça que ce vol, en fait, ce virage à gauche, inexplicable. Le virage à gauche était-il improvisé? Correspondait-il à une demande de la production? Pourquoi les hélicoptères volaient-ils sans copilote? Pour le savoir, nous avons sollicité une interview auprès d'ALP, la société française qui produit Dropt. Voici la réponse telle qu'elle a été rédigée. ALP nous l'a envoyée il y a 48 heures. Aucun représentant d'ALP ne s'exprimera cette semaine, que nous consacrons aux différents obsèques des victimes. Aujourd'hui, certaines familles de victimes s'interrogent. Ce n'est pas le premier drame survenu lors du tournage d'une émission produite par cette société. Depuis plus de 10 ans, Jérémy Assous défend les participants de ces jeux de télé-réalité qui intentent des procédures contre les producteurs. Son cabinet s'en est fait une spécialité. Voilà. Ça représente un dossier dans une affaire dite de télé-réalité, sachant qu'on en a plaidé plus de 400. L'avocat aurait obtenu plus de 300 condamnations contre des producteurs de télé-réalité et de jeux d'aventure. Selon lui, une 60aine contre ALP, qui produit également le jeu Koh-Lanta. Dans la plupart des cas, pour des requalifications de contrats de candidats en contrat de travail, à notre connaissance, jamais pour des raisons de sécurité. Jérémy Assous a aussi représenté la famille de Gérald Babin, décédé d'une crise cardiaque pendant le tournage de l'émission en 2013. 15 jours plus tard, le médecin de la production s'était suicidé. L'affaire Babin s'est soldée par une transaction et une indemnisation de plusieurs millions d'euros. Depuis, ALP affirme prendre des garanties de sécurité supplémentaires sur ses tournages. L'avocat franchit le pas et s'interroge sur ce nouveau jeu. Y avait-il un copilote? Puisque ce sont des tournages à risque, y avait-il un copilote? Ou ont-ils préféré supprimer la place, le poste de copilote, pour le remplacer par un technicien? Pour l'instant, pas de réponse à cette question. Depuis 10 ans, les émissions de télé-réalité et les jeux d'aventure font régulièrement polémique en France, mais ils réalisent des records d'audience avec 7 millions de téléspectateurs en moyenne pour Koh-Lanta. Ces audiences records, promesses de notoriété, c'est ce qui a attiré le boxeur normand Alexis Vastine. Le champion français de 28 ans traversait une période délicate et comptait bien rebondir grâce à la télévision. Adriani est le grand frère d'Alexis. Ce matin, avec sa compagne, il est venu déposer une rose blanche au pied de la chapelle ardente installée dans cette église de Pont-Audemer. Son frère est mort brutalement à plus de 10 000 km de là. Il n'avait qu'1 an de différence avec lui. Adriani est aussi boxeur de haut niveau, une passion qui l'unissait à Alexis depuis toujours. Quand on voit son sourire, je me rappelle les fous rires que j'ai pu avoir avec. Parce que moi comme lui, on aimait beaucoup l'humour, quoi. Et du coup, ça me rappelle toutes ces choses-là. Alexis, c'est quelqu'un qu'on imaginait indestructible, malgré tout ce qu'il a traversé. C'est quelqu'un que... je sais pas... pas lui, quoi. Pas lui. Il va me manquer. Le sort semble s'acharner sur la famille. Il y a quelques semaines, c'est sa sœur cadette qui disparaissait tragiquement dans un accident de voiture. Elle s'appelait Célie, elle avait 21 ans. C'est dur, c'est très dur.
Mais on se dit que voilà, la vie continue pour nous. On a la chance d'être encore là. Donc voilà, ils resteront gravés dans nos cœurs. Et puis on les retrouvera un jour de toute façon. Cette mort brutale a fauché le champion de boxe alors qu'il avait tout investi sur l'émission pour changer de vie après une fin de carrière difficile. Adriani nous emmène là où tout a commencé, dans ce club de boxe fondé par leur père. Allez, c'est parti. Allez, Cindy. Alain Vastine, 57 ans, ancien vice-champion de France amateur. Même si le cœur n'y est pas, il a repris l'entraînement avec les jeunes, espérant dénicher le futur champion qui prendra peut-être la suite d'Alexis, sa plus grande fierté. Celle-là, c'est quand Alexis a été en finale des championnats d'Europe. Ça, c'est le trophée de l'espoir. Ça, c'est aux Jeux Olympiques de Londres. Et toutes ces coupes, c'est les trophées qu'il a gagnés droite et à gauche. Faut pas oublier qu'Alexis, à chaque fois qu'il faisait un tournoi au niveau mondial, il finissait toujours meilleur boxeur des tournois. Il faut déjà le faire. Ces beaux souvenirs qu'il nous a donnés, oh, ça me fera du mal parce que je le verrai plus. J'arrive pas à m'imaginer que je le verrai plus. C'était mon petit, hein, j'ai vécu tout. Mais tout ce qui me restera de lui, c'est les bons souvenirs qu'il nous a donnés en boxe, en tout, dans sa vie. Il était généreux, il est inoubliable, Alexis, inoubliable. Des victoires inoubliables, mais aussi des défaites. Et ces derniers temps, un champion à terre qui cherchait à se relever. Adriani se souvient de ce que son frère vivait comme une succession d'injustices et qui ont laissé des cicatrices, notamment lors des Jeux Olympiques. D'abord à Pékin en 2008, Alexis est éliminé en demi-finale alors que tout le monde le donne gagnant. Il repart avec une médaille de bronze. Mais au JO de Londres, en 2012, il est de nouveau éliminé en quart de finale et repart bredouille. Une nouvelle déception qu'il a du mal à encaisser. C'est des années de travail pour ne pas être récompensé alors qu'il méritait. Et ben, ça fait mal et donc ça fait chuter. Et c'est ce qui est arrivé à Alexis. Et donc il a fait un début de dépression, une descente aux enfers, on va dire. Beaucoup de soirées, beaucoup d'alcool, plus d'entraînement, plus de motivation. Et ce qui peut se comprendre pour la motivation, parce que ça fait 2 fois de suite qu'il se fait voler au niveau des JO. Et comment trouver de la motivation après tout ça? Lâché par ses sponsors, Alexis arrête la boxe durant 1 an et demi. Ces derniers mois, il avait repris l'entraînement pour préparer les prochains Jeux Olympiques à Rio. Et surtout, il tentait une reconversion comme mannequin, avec des rêves de cinéma dans la tête. Il avait commencé à faire du théâtre. Pourquoi pas pour devenir comédien, enfin. Après, il avait commencé un book pour pourquoi pas faire du mannequinat. Et ensuite, il a eu cette opportunité de partir pour ce jeu Drophead, qui, pourquoi pas, lui aurait ouvert des portes pour autre chose. Alexis avait tout investi sur Dropped pour conquérir un nouveau public et réussir un retour gagnant. La production le rémunérait 3 000 € par semaine, selon nos informations. Alexis Vastine n'aura pas eu le temps de profiter de cette seconde chance. Le 9 mars dernier, il est mort dans un accident d'hélicoptère aux côtés de Florence Artaud et Camille Muffat. William a rendez-vous tous les soirs avec sa photo exposée dans le centre-ville de Nice. Tous les jours, je me dis que c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment joli. Juste, j'ai l'impression que quel que soit le côté où je suis autour de la photo, elle est toujours en train de regarder là où je suis. C'est assez marrant. Alors du coup, j'ai l'impression que je sais pas, elle a envie de parler. Voilà. Du coup, on s'arrête 2 minutes. Et après, on repart.
Les obsèques de Camille et Alexis se sont déroulées hier. Les cendres de Florence Artaud seront dispersées en mer dans quelques semaines.